Et si je vous disais que tout ce que vous critiquez, admirez ou détestez chez les autres ne parle pas d'eux, mais de vous? Cette phrase peut sembler inconfortable, voire provocatrice, mais c'est exactement ce que Carl Jung nous a montré avec son idée de la projection. Le monde n'est pas seulement ce que nous voyons, il est avant tout le reflet de ce que nous portons en nous. C'est peut-être pour cela que vous êtes si irrité par quelqu'un qui semble arrogant ou que vous éprouvez de l'envie face au succès d'une autre personne. Ce qui nous dérange à l'extérieur est presque toujours un miroir de ce que nous n'acceptons pas à l'intérieur. La projection est un théâtre silencieux où les acteurs semblent être les autres, mais le scénario est écrit par notre propre ombre. Dans cette vidéo, nous allons cheminer ensemble sur ce territoire fascinant et stimulant. Vous allez comprendre comment identifier vos projections, comment dissoudre les illusions qui pèsent sur votre vie et comment transformer l'irritation en connaissance de soi. Nous allons unir la sagesse antique du stoïcisme à la profondeur psychologique de Jung, créant ainsi un guide pratique pour vivre avec plus de clarté et de liberté. Mais attention, certaines vérités ici pourraient être dérangeantes. Après tout, se regarder dans un miroir n'est jamais une tâche facile. Pourtant, c'est dans cet inconfort que naît la transformation. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Et Jung ajouterait « Ce que nous nions nous contrôle, ce que nous acceptons nous transforme ». Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble comment la non-réaction peut être votre arme secrète pour conquérir une paix intérieure inébranlable. Et je voudrais vous demander quelque chose dès maintenant. Écrivez dans les commentaires une courte phrase, une intuition qui vous viendra pendant cette introduction. Cet espace n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté de chercheurs de la même vérité. Avant de commencer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir à ses propres projections. Ainsi, vous aidez ce message à aller plus loin et au passage, vous renforcez votre propre chemin de connaissance de soi. Il y a des moments où quelqu'un croise notre chemin et, sans raison apparente, éveille en nous un malaise immédiat. Il peut s'agir d'un commentaire banal, d'un geste presque insignifiant, mais qui provoque une irritation disproportionnée. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été dit ou fait, mais de quelque chose de plus profond. L'autre se transforme en un miroir vivant, reflétant des parties de nous que nous préférons nier. Carl Jung appelait cela la projection, et sa vision est aussi troublante que libératrice, car elle suggère que ce que nous rejetons le plus chez l'autre pourrait bien être ce que nous avons besoin de reconnaître en nous-mêmes. C'est comme se trouver devant un vieux miroir, marqué par le temps, où les taches et les fissures semblent déformer l'image. Nous regardons et nous croyons que le défaut est dans le verre, mais il ne fait que révéler ce qui est déjà là, en nous. Les gens autour de nous fonctionnent de la même manière. Ils ne sont pas la source du malaise, mais simplement des surfaces réfléchissantes des ombres que nous portons. Il est inconfortable d'accepter cette idée, car elle exige une honnêteté radicale, presque cruelle. Mais c'est aussi l'une des portes les plus directes vers une véritable connaissance de soi. Combien de fois avons-nous accusé quelqu'un d'arrogance, alors qu'en réalité, ce qui nous dérange, c'est notre désir caché d'être vu et reconnu? Combien de fois avons-nous condamné la lenteur de l'autre, alors qu'en réalité, c'est notre propre hâte interne qui crie, dénonçant la peur de perdre du temps ou de rester en arrière? Chaque jugement, chaque critique porte en soi une confession voilée. Ce que nous rejetons chez l'autre est généralement ce que nous ne supportons pas d'admettre en nous. La projection ne se limite pas aux critiques. Elle se manifeste également dans les engouements, les admirations intenses et presque irrationnelles. Lorsque nous idolâtrons quelqu'un, nous projetons souvent sur lui des qualités qui existent déjà en nous, mais que nous n'avons pas encore eu le courage de cultiver. L'éclat de l'autre ne fait qu'éveiller l'éclat qui sommeille en nous. Reconnaître cela change tout. Cela cesse d'être de l'envie ou une adoration aveugle et devient une invitation à développer ce qui nous appartient déjà.
C'est dans ce jeu de reflets que la vie nous éduque en silence. Chaque rencontre, chaque friction, chaque fascination est en fait une leçon secrète. L'autre n'est pas seulement l'autre. Il est aussi une métaphore de nous-mêmes, un rappel vivant que nous ne sommes pas complets, qu'il reste des espaces sombres à illuminer. C'est peut-être pour cela que les relations humaines sont si complexes. Elles entrelacent non seulement deux personnes, mais aussi deux mondes intérieurs, deux ombres, deux inconscients qui se touchent sans demander la permission. Accepter que nous voyons chez les autres ce que nous portons en nous demande du courage. Par instinct, le mental veut résister. Il veut croire que l'erreur est celle de l'autre, que le défaut est toujours à l'extérieur. Cette résistance est naturelle, car admettre le contraire nous rend vulnérables, presque nus devant nous-mêmes. Mais c'est précisément à ce point d'inconfort que la transformation commence. L'humilité d'admettre « ça, c'est aussi moi » ouvre un espace pour un silence puissant, où le jugement se dissout et où la compassion s'épanouit. Vous avez peut-être déjà remarqué, plus quelqu'un nous dérange, plus il semble détenir la clé d'un apprentissage essentiel. Cette personne qui insiste pour éveiller notre colère ou notre mépris peut être justement celle qui nous offre la chance de voir une partie cachée de nous-mêmes. C'est comme si la vie, avec son élégante ironie, choisissait les visages les plus improbables pour nous révéler les chapitres que nous ne voulons pas encore lire. Le défi est d'accepter l'invitation sans fuir, sans projeter à nouveau, sans se cacher. En prenant conscience de ce mécanisme, quelque chose en nous s'apaise. L'énergie qui était auparavant dépensée en critique et en conflit commence à se transformer en observation. Nous commençons à nous demander « Pourquoi cela me dérange-t-il autant ? Qu'est-ce que cette personne reflète exactement en moi ?» Ce simple changement de perspective est déjà une révolution silencieuse. Il ne s'agit plus de vaincre l'autre, mais de nous comprendre nous-mêmes. L'ennemi se révèle un maître et le malaise devient un guide. Dans ce processus, la vie quotidienne elle-même devient un terrain de pratique. La file d'attente au supermarché, la réunion de travail, les conversations occasionnelles, tout peut devenir un laboratoire de connaissance de soi si nous sommes attentifs. Chaque réaction excessive est un indice, chaque émotion incontrôlée est un signal. Et plus nous en prenons conscience, plus nous comprenons que le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Jung disait que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est exactement ce que la projection nous invite à faire. Regarder l'ombre avec honnêteté, sans peur et sans masque. Lorsque l'autre se transforme en miroir, nous avons la chance de voir ce que nous n'avons pas le courage d'assumer seuls. C'est douloureux, mais c'est aussi libérateur, car cela nous rapproche de la plénitude. Au fond, reconnaître la projection est un acte de responsabilité. Cesser de blâmer les autres pour nos malaises, c'est prendre le contrôle de sa propre vie. Cela ne signifie pas accepter les abus ou justifier les erreurs d'autrui, mais plutôt comprendre que l'intensité de notre réaction nous appartient, pas à l'autre. Ce discernement nous donne une immense liberté, car il nous fait sortir du rôle de victime pour nous mettre dans celui d'auteur de notre propre histoire. Et c'est peut-être justement là que commence la vraie sagesse. Se rendre compte que chaque personne qui croise notre chemin n'est pas seulement un personnage aléatoire, mais un fragment de notre propre miroir intérieur. La vie, avec sa précision presque poétique, met devant nous les reflets que nous avons besoin d'affronter. Et plus nous résistons, plus ils apparaissent avec force. Mais lorsque nous acceptons enfin le miroir, nous découvrons qu'il n'a jamais été un ennemi. Il n'était que notre propre âme qui demandait à être vue. À l'intérieur de chaque être humain existe un territoire caché, une région où nous gardons tout ce que nous ne voulons pas admettre. Jung a appelé cet espace l'ombre. Il ne s'agit pas de quelque chose d'externe ou de lointain, mais d'une dimension intime, construite à partir de tout ce que nous refoulons. Peur, pulsion, désir, insécurité, honte. L'ombre ne disparaît pas lorsque nous la nions.
Au contraire, elle gagne en force et insiste pour se manifester dans les moments les plus inattendus, comme un visiteur indésirable qui trouve toujours la porte entr'ouverte. L'ombre n'est pas synonyme de méchanceté. Elle est simplement la somme des parties de nous qui ont été rejetées, que ce soit par l'éducation, les attentes sociales ou nos propres choix conscients. Lorsqu'un enfant apprend à ne pas pleurer, sa sensibilité peut se cacher dans l'ombre. Lorsqu'un jeune est critiqué pour son audace, son courage s'y dissimule. Ainsi, ce qui aurait pu être une vertu se transforme en silence, et le silence, tôt ou tard, trouve un moyen de s'exprimer. Le problème est que ce que nous ne reconnaissons pas en nous a tendance à se projeter sur les autres. Si nous refoulons la colère, nous commençons à la voir chez tout le monde. Si nous nions notre orgueil, tout le monde semble soudain arrogant. C'est comme si l'ombre, incapable de se manifester directement, utilisait les autres comme écran pour apparaître. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous commençons à nous battre contre des ennemis extérieurs, qui, en réalité, portent nos batailles intérieures. C'est la raison pour laquelle tant de relations entrent en conflit. Nous ne nous battons pas seulement avec l'autre, nous nous battons avec notre propre ombre, reflétée en lui. Chaque discussion intense, chaque rivalité, porte une part de ce mécanisme caché. Jung disait que, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. L'ombre, lorsqu'elle est ignorée, se transforme en destin, répétant des cycles de douleur jusqu'à ce que nous décidions de la regarder en face. Mais comment regarder quelque chose que nous préférons cacher? La première étape est de percevoir les schémas. Chaque fois qu'une émotion surgit de manière disproportionnée, une colère plus grande que la raison, une envie qui fait mal, une critique insistante, c'est un signe que l'ombre essaie de se manifester. Elle ne parle pas avec des mots, elle parle avec des exagérations émotionnelles, l'intensité est sa façon de demander de l'attention. Et lorsque nous apprenons à écouter ces signes, nous commençons à cartographier les contours de ce territoire caché. Il est naturel de résister. Le mental préfère garder une image propre, un « moi » socialement acceptable. Admettre que nous ressentons de l'envie, de la vanité, de la peur ou un désir de contrôle semble contredire l'identité que nous cultivons. Mais la vraie liberté ne réside pas dans le fait de garder un masque intact, mais de reconnaître les fissures qui se trouvent derrière. L'ombre n'est pas une ennemie, elle est une partie intégrante de ce que nous sommes. La nier, c'est se mutiler, l'accepter, c'est se retrouver. La beauté de ce processus réside dans le fait qu'en éclairant l'ombre, nous découvrons des trésors cachés. Cette colère refoulée peut se transformer en force créative. La vanité niée peut devenir un amour-propre sain. L'envie peut se convertir en inspiration pour évoluer. Ce qui semblait être un défaut peut se révéler être un potentiel, à condition de l'accepter en pleine conscience. C'est comme ouvrir un vieux coffre. Entre la poussière et la rouille, nous trouvons des bijoux qui brillent encore. Dans la vie quotidienne, ce travail peut se faire par de petits gestes. Observer comment nous réagissons dans des situations courantes est déjà un exercice puissant. Lorsque quelqu'un nous irrite, au lieu de blâmer, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cela éveille en moi? Pourquoi cette réaction est-elle si forte ?» Cette pause, simple et silencieuse, est le début d'un dialogue avec l'ombre. Et dans ce dialogue, la colère cesse d'être une ennemie et devient un professeur. Il faut se rappeler que ce chemin n'est pas rapide. L'ombre ne se révèle pas en une seule fois, elle se montre par fragments petit à petit, comme si elle testait notre disposition à voir. Chaque rencontre avec elle peut être inconfortable, mais aussi révélatrice. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule. Il y a seulement le courage patient de s'observer, de noter les schémas, de revisiter les souvenirs, de se permettre la vulnérabilité. Beaucoup préfèrent fuir ce travail intérieur, en cherchant des distractions constantes. Mais fuir ne dissout pas l'ombre, cela ne fait que la renforcer. Ce qui est refoulé grandit dans l'obscurité, comme des racines souterraines qui un jour percent le sol. Le véritable risque n'est pas de regarder l'ombre, mais de continuer à l'ignorer.
parce que tôt ou tard, elle trouvera un moyen de se manifester, et plus elle est restée emprisonnée longtemps, plus son explosion sera intense. Lorsque nous acceptons enfin que nous sommes à la fois lumière et ombre, quelque chose change. La vie cesse d'être une guerre contre les autres et devient un dialogue avec nous-mêmes. Les relations deviennent plus légères, les jugements plus rares, car nous comprenons que ce que nous voyons chez les autres vit aussi en nous. Cette conscience n'élimine pas l'ombre, mais nous permet de l'intégrer, et l'intégration est le vrai chemin de la maturité. Et ainsi, nous réalisons que l'ombre, qui semblait être un fardeau, est en réalité une clé. Une clé pour comprendre pourquoi nous réagissons comme nous réagissons, pourquoi nous répétons certains schémas, pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Elle n'est pas l'ennemi de la lumière, mais sa compagne. Il n'y a pas de clarté sans obscurité, ni de plénitude sans reconnaissance de ce que nous cachons. La question n'est pas de savoir si nous avons une ombre, mais si nous sommes prêts à la regarder sans peur, en lui permettant de nous montrer ce que nous ne savons pas encore sur nous-mêmes. Le jugement est presque automatique. Il suffit que quelqu'un agisse d'une manière différente de nos attentes, et en quelques secondes, nous avons déjà une opinion formée, une critique prête, une étiquette dessinée. Cette habitude semble naturelle, mais si nous y regardons de près, nous verrons que la racine du jugement est rarement chez l'autre. Elle naît en nous, alimentée par des insécurités, des peurs et des aspects que nous n'avons pas encore acceptés dans notre propre vie. Juger, c'est souvent projeter ce que nous ne parvenons pas à affronter en nous-mêmes. Lorsque nous traitons quelqu'un d'égoïste, nous dénonçons peut-être notre propre difficulté à poser des limites. Lorsque nous accusons un autre de paresse, il est possible que le malaise vienne de notre propre épuisement refoulé, de l'envie de voir chez l'autre le courage de s'arrêter. Les jugements fonctionnent ainsi comme des messages chiffrés de notre psyché. L'irritation que nous ressentons n'est pas un diagnostic de l'autre, mais un reflet des batailles internes que nous n'avons pas encore gagnées. Ce mécanisme est plus facile à percevoir dans les situations d'excès. Une critique équilibrée naît généralement de la raison, mais lorsque la réaction est disproportionnée, chargée de colère ou de mépris, il est presque certain qu'il y a une projection derrière. L'intensité dénonce la blessure. C'est comme si l'âme criait « Regardez-moi, voici quelque chose que vous ne voulez pas voir ». Mais au lieu de regarder à l'intérieur, nous préférons pointer du doigt l'autre, comme s'il était la cause du malaise. Le jugement révèle aussi beaucoup sur nos attentes secrètes. Lorsque nous attendons de quelqu'un qu'il soit parfait et que nous sommes déçus par une erreur banale, nous projetons peut-être sur l'autre l'exigence que nous portons contre nous-mêmes. Nous sommes nos juges les plus sévères et nous finissons par étendre cette rigidité au monde. Le poids que nous mettons sur les autres est, en fait, le même poids que nous portons sur nos épaules, même inconsciemment. Cette prise de conscience change la façon dont nous nous relions aux autres. Lorsque nous réalisons que chaque jugement est un miroir, nous commençons à nous interroger. Qu'est-ce qui est exactement reflété en moi en ce moment ? La critique que je fais à l'autre ne serait-elle pas aussi une confession voilée ? Ce décalage de regard transforme le jugement en une opportunité de connaissance de soi. Au lieu de renforcer les barrières entre nous et les autres, il devient un pont pour comprendre les ombres qui nous habitent encore. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'abandonner le discernement. Reconnaître la projection ne signifie pas accepter les comportements nuisibles ou fermer les yeux sur les injustices. Cela signifie simplement faire la distinction entre ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient. La colère face à une injustice peut être légitime, mais l'intensité démesurée peut indiquer qu'il y a quelque chose de non résolu en nous. Cet exercice de séparation des couches nous permet de réagir avec plus de clarté et moins d'impulsivité. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas de contrôle sur ce que les autres font, seulement sur la façon dont nous réagissons. Lorsque nous unissons cette vision à la psychologie de Jung, nous découvrons un pouvoir silencieux, celui de transformer chaque jugement en un miroir de croissance.
Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de corriger l'autre, nous pouvons l'utiliser pour nous corriger nous-mêmes. Ainsi, la critique cesse d'être un poison et devient un remède. Au quotidien, appliquer cet enseignement demande de la pratique. La prochaine fois qu'une critique surgit dans l'esprit, avant de la laisser échapper, il vaut la peine de faire une pause et de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il autant ? Qu'est-ce que cette personne éveille en moi que je voudrais nier ?» Cette pause est comme ouvrir une fente de lumière dans une pièce sombre. Nous ne parviendrons peut-être pas à tout voir immédiatement, mais petit à petit, la vision s'habitue et nous commençons à identifier des formes, des schémas, des vérités cachées. Un autre point important est de cultiver la compassion. Lorsque nous reconnaissons que nos critiques reflètent nos ombres, nous commençons à regarder les autres avec plus de douceur. Nous comprenons qu'ils portent aussi leurs batailles invisibles, leurs douleurs cachées. Cela n'élimine pas les conflits, mais change le ton. Ce qui était autrefois une accusation se transforme en une compréhension silencieuse. La critique perd sa dureté et acquiert une texture plus humaine. Ce processus n'est pas linéaire. Il y a des moments où nous parvenons à percevoir la projection avec clarté et des moments où nous retombons dans la vieille habitude de juger impulsivement. Mais chaque fois que nous réussissons à interrompre le cycle, nous faisons un pas vers une vie plus consciente. Le jugement ne disparaît pas, mais il cesse d'être un réflexe inconscient pour devenir un choix conscient. Et cette différence est énorme. Avec le temps, nous commençons à réaliser que plus nous jugeons, moins nous nous connaissons. Et plus nous nous connaissons, moins nous ressentons le besoin de juger. La critique gratuite cède la place à l'observation silencieuse. Et ce silence ouvre un espace pour une liberté intérieure difficile à décrire. C'est comme si, enfin, nous cessions de porter un poids invisible. Ce poids de devoir avoir une opinion sur tout, de corriger tout le monde, d'être toujours en position de juge. Ainsi, le jugement, qui semblait autrefois être un vice inoffensif, se révèle être une porte d'entrée vers la connaissance de soi. Il nous montre que ce qui nous dérange le plus chez les autres est généralement ce sur quoi nous avons le plus besoin de travailler en nous. Et lorsque nous comprenons enfin cela, nous arrêtons de nous battre contre les reflets et commençons à dialoguer avec eux. Et le dialogue avec sa propre ombre est au fond le début d'une paix qui ne dépend de personne d'autre que nous-mêmes. Les relations humaines sont, peut-être, le terrain le plus fertile pour la connaissance de soi. C'est en elles que nos ombres trouvent une scène, une voix et un mouvement. Dans le silence de la solitude, nous pouvons croire que nous maîtrisons déjà nos émotions, mais il suffit d'une rencontre, d'un commentaire ou d'un regard de travers pour que nos réactions les plus cachées fassent surface. C'est pourquoi Jung affirmait que personne ne devient conscient seul. Nous avons besoin des autres, car ce sont eux qui nous révèlent les parties que nous préférerions garder cachées. Chaque relation, que ce soit avec des membres de la famille, des amis, des collègues de travail ou des inconnus, fonctionne comme un miroir avec différents angles. La mère peut éveiller en nous la blessure du rejet. Le chef peut révéler notre orgueil blessé. Un ami peut nous montrer l'envie que nous n'admettons pas ressentir. Et un étranger dans la rue peut nous irriter simplement parce qu'il existe d'une manière différente de la nôtre. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Chaque rencontre porte une leçon silencieuse qui nous pousse à l'intérieur de nous-mêmes. Les relations amoureuses sont l'exemple le plus clair de ce mécanisme. Lorsque nous sommes proches de quelqu'un, notre ombre a moins d'espace pour se cacher. La jalousie, le désir de contrôle, l'insécurité, la vanité, tout affleure avec intensité. La personne aimée devient le miroir le plus fidèle, car la proximité émotionnelle fait que chaque détail a un poids doublé. C'est douloureux, mais c'est aussi sur ce territoire que la croissance devient inévitable. Dans l'environnement de travail, les projections se multiplient également. Le collègue qui nous irrite peut représenter la partie de nous qui craint la compétition. Le supérieur autoritaire peut éveiller notre propre difficulté à assumer des responsabilités.
L'équipe que nous admirons peut, quant à elle, révéler des qualités latentes que nous n'avons pas encore explorées. Le lieu de travail, souvent perçu comme un simple espace de productivité, peut se transformer en un véritable laboratoire de découverte de soi si nous sommes prêts à observer. Même les relations passagères, celles qui durent quelques minutes, peuvent nous enseigner. Une discussion dans la circulation, un service froid dans un magasin, un commentaire négligent d'un inconnu. Tout cela peut déclencher des mécanismes cachés. Et si, au lieu de réagir de manière impulsive, nous faisons une pause pour nous demander pourquoi cela nous a tant affectés, nous réaliserons que même les rencontres brèves portent des messages profonds. La vie ne gaspille pas de scénario. Chaque interaction est une opportunité. Le grand défi est de voir ces moments non comme des menaces, mais comme des invitations. Il est naturel de ressentir de la colère, de la frustration ou de la rancœur face à certaines situations. Mais si nous parvenons à traverser l'émotion initiale, il reste un terrain d'apprentissage. La relation se transforme en un maître silencieux, nous montrant ce sur quoi nous avons encore besoin de travailler. L'autre cesse d'être un ennemi ou un héros et devient simplement un reflet, une partie d'un jeu plus vaste de connaissance de soi. Cela exige de l'humilité. Il est plus facile de blâmer l'autre, de l'étiqueter, de s'en éloigner. Mais le chemin de la conscience demande du courage pour regarder au-delà de la surface. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ou se soumettre à des abus, mais comprendre que l'intensité de nos réactions nous appartient. L'autre peut allumer la flamme, mais le combustible était déjà stocké à l'intérieur de nous. Reconnaître cela, c'est assumer la responsabilité de notre propre feu. Les traditions philosophiques anciennes ont déjà pressenti cette vérité. Les stoïciens, par exemple, disaient que personne ne peut nous blesser sans notre permission, car le pouvoir n'est pas dans l'acte externe, mais dans l'interprétation que nous lui donnons. Jung, des siècles plus tard, a complété cette pensée en montrant que cette interprétation est souvent guidée par l'ombre. Ainsi, l'union de ces visions nous permet de comprendre que l'autre est un maître non pas parce qu'il enseigne intentionnellement, mais parce qu'il éveille ce qui a besoin d'être vu en nous. Dans la pratique, cet apprentissage se traduit par des exercices simples, mais transformateurs. Au lieu de fuir les personnes qui nous dérangent, nous pouvons les utiliser comme une opportunité de nous observer nous-mêmes. Au lieu d'admirer aveuglément ceux que nous idolâtrons, nous pouvons nous demander quelle partie de moi cette personne éveille-t-elle. Ainsi, chaque relation devient une sorte de miroir ambulant et chaque jour, un entraînement silencieux à la conscience. Avec le temps, nous réalisons que les relations ne sont pas seulement des espaces d'affection ou de conflit, mais de véritables maîtres déguisés. La belle-mère critique, le collègue irritant, le voisin bruyant, tous portent, sans le savoir, des fragments de notre ombre. Et si nous les regardons de cette manière, au lieu de simplement souffrir, nous commençons à grandir. Chaque malaise devient un indice, chaque friction devient une leçon, chaque coexistence se transforme en un miroir de nous-mêmes. Cette façon de voir les relations n'élimine pas la douleur, mais lui donne un sens. Au lieu de vivre comme une victime des circonstances, nous commençons à voir la vie comme un processus pédagogique constant. L'autre cesse d'être un obstacle et devient un allié sur le chemin de la connaissance de soi. Et lorsque cette conscience devient une pratique, nous commençons à vivre avec plus de légèreté, car nous comprenons que même les rencontres les plus difficiles portent des graines de transformation. Ainsi, petit à petit, nous réalisons que nous ne choisissons pas les gens par hasard. Ils viennent à nous comme des chapitres d'un livre que nous avons besoin de lire, même si nous n'aimons pas l'histoire. Et plus nous résistons, plus il devient difficile de tourner la page. Mais lorsque nous acceptons que chaque relation est aussi une leçon, ce qui semblait être le chaos se transforme en ordre. Et dans cette reconnaissance silencieuse, nous découvrons que le plus grand maître de notre vie n'a jamais été dans un livre lointain, mais toujours dans les personnes qui marchaient à nos côtés. Il existe un art discret, presque invisible, que peu de gens pratiquent,
mais qui peut changer radicalement notre façon de vivre, l'art d'observer en silence. Nous sommes habitués à réagir immédiatement, comme si chaque stimulus exigeait une réponse, comme si le monde était une arène où nous devons nous battre à chaque instant. Mais au fond, le vrai pouvoir ne réside pas dans la réponse rapide, mais dans la pause consciente. Cette pause est la clé qui transforme l'impulsion en sagesse, la réaction en conscience. Observer en silence ne signifie pas passivité, ni indifférence. C'est en fait le contraire, c'est être pleinement présent, attentif à chaque détail, sans permettre au mental de se précipiter dans des jugements automatiques. C'est comme si nous créions un espace intérieur, un souffle entre l'événement et la réponse. Dans cet espace, tout change. L'émotion brute perd sa force et la clarté commence à émerger. C'est à cet instant que l'ombre cesse de nous contrôler et commence à se révéler. La pratique du silence intérieur nous permet de voir ce qui passait inaperçu auparavant. Nous réalisons, par exemple, que la colère qui surgit ne concerne pas la situation actuelle, mais des souvenirs anciens qui résonnent en nous. Nous voyons que la critique qui se forme dans notre esprit parle plus de nos propres blessures que de la conduite de l'autre. C'est comme regarder un film au ralenti. Chaque détail apparaît avec netteté. Chaque mouvement de l'âme peut être examiné calmement. Les stoïciens avaient déjà pressenti ce pouvoir. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous en faisons. Jung, dans un autre langage, nous a montré que ces jugements sont souvent contaminés par l'ombre inconsciente. L'union de ces deux visions, c'est découvrir que l'observation silencieuse n'est pas une technique moderne de maîtrise de soi, mais une pratique millénaire, une sagesse intemporelle qui nous invite à regarder avant d'agir, à comprendre avant de parler. Au quotidien, cela peut être exercé dans de petites situations. Quand quelqu'un nous provoque dans la circulation, au lieu de klaxonner, nous pouvons simplement respirer et observer la fureur qui monte. Lorsqu'un collègue fait un commentaire qui nous irrite, nous pouvons, avant de répondre, noter le malaise qui s'installe dans notre corps. Cette conscience corporelle est essentielle. Le cœur qui s'accélère, les muscles tendus, la respiration courte, tout cela est le signe que l'ombre demande de l'attention. Cet entraînement exige de la discipline. Notre esprit, habitué à l'immédiateté, cherche des raccourcis, parler tout de suite, répondre tout de suite, décider tout de suite. Mais chaque fois que nous choisissons d'observer en silence, nous affaiblissons un peu ce schéma automatique. C'est comme dompter un cheval sauvage. Au début, il résiste, s'agite, essaie de s'échapper. Mais avec patience, constance et fermeté, il apprend à marcher en harmonie. Il en va de même pour notre esprit. Observer, ce n'est pas réprimer. Beaucoup confondent le silence intérieur avec l'étouffement des émotions, mais ce sont des choses opposées. Répression, c'est refouler dans l'inconscient, augmenter le poids de l'ombre. Observer, c'est éclairer, donner de l'espace à l'émotion pour qu'elle existe sans la laisser nous commander. C'est comme tenir un enfant qui pleure sans essayer de le faire taire. Simplement l'accueillir, lui permettre d'épuiser ses larmes naturellement. Cet accueil doux est ce qui transforme la colère en clarté, la peur en perception, la critique en sagesse. Avec le temps, cette habitude crée une sorte de double vision. Nous continuons à vivre normalement, mais une partie de nous observe tout de l'extérieur, comme si elle était un spectateur silencieux du théâtre de la vie. Ce témoin intérieur ne juge pas, il enregistre simplement. Et plus nous cultivons cette présence, plus nous comprenons que nous sommes plus grands que nos émotions passagères. Le silence nous rappelle que nous ne sommes pas le feu qui brûle, mais l'espace où le feu se produit. Cet art apporte également une forme de liberté inattendue. Lorsque nous ne réagissons pas immédiatement, nous réalisons que de nombreuses provocations se dissolvent simplement d'elles-mêmes. Ce qui semblait être une offense perd sa force. Ce qui semblait être une insulte se vide dans l'air. Nous découvrons qu'une grande partie des batailles que nous menons n'auraient jamais eu besoin d'exister. Elles n'étaient que des réactions automatiques à des déclencheurs internes. La non-réaction, en ce sens, est une victoire silencieuse qui n'a pas besoin d'être annoncée.
Mais le silence n'est pas seulement défensif, il est aussi créatif. Dans cet espace intérieur, des réponses plus intelligentes, plus compatissantes, plus alignées avec qui nous sommes vraiment surgissent. Cet email qui aurait été écrit sous le coup de la fureur, après une pause, peut se transformer en un message clair et respectueux. La discussion qui aurait été explosive peut devenir un dialogue constructif. Le silence ouvre les portes à des solutions que l'impulsion n'aurait jamais vues. C'est à ce point que nous réalisons que l'observation silencieuse n'est pas seulement une technique, mais un chemin spirituel. C'est la pratique d'être entier à chaque instant, sans être l'esclave du passé ou l'otage du futur. Chaque pause est une invitation à la lucidité, chaque silence est une chance de nous reconnecter à quelque chose de plus grand que l'ego. C'est dans cet état que la connaissance de soi devient une expérience vivante, pas seulement une théorie. Et alors la vie, qui semblait être un champ de bataille, commence à se montrer comme un terrain de pratique. Chaque provocation devient un entraînement. Chaque critique devient un matériel d'apprentissage. Chaque conflit se révèle être une opportunité de croissance. Le silence cesse d'être une absence et devient une présence pleine. La non-réaction stratégique est, au final, l'arme secrète qui nous donne une liberté que personne ne peut nous enlever. Parce que dans le monde extérieur, il y aura toujours du chaos, de l'injustice, des mots durs, des gens difficiles. Mais à l'intérieur de nous, il peut exister un espace inviolable, intact, où l'ombre et la lumière se rencontrent sans guerre. C'est dans cet espace que naît la vraie paix. Et c'est là que nous découvrons que la liberté n'est pas de faire tout ce que nous voulons, mais de n'être l'esclave de rien, pas même de nos propres réactions. Après avoir parcouru les chemins de la projection, de l'ombre et de l'observation, nous arrivons au point où tout se rejoint. La non-réaction stratégique. Ce concept peut sembler étrange dans un monde qui valorise les réponses rapides, où le silence est souvent confondu avec la faiblesse. Mais, en réalité, c'est tout le contraire. La capacité de ne pas réagir de manière impulsive est une forme de force rare, une liberté que peu de gens conquièrent. C'est la maîtrise de soi face au chaos. La non-réaction n'est ni de l'indifférence, ni de la résignation. Il ne s'agit pas d'accepter tout en silence ou de devenir insensible, mais de choisir quand et comment agir. L'impulsion veut de la vitesse. La conscience choisit le bon moment. C'est dans cet intervalle que réside la liberté intérieure. C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que nous décidons si nous serons les prisonniers de l'ombre ou les maîtres de nous-mêmes. Lorsque quelqu'un nous provoque, le monde s'attend à ce que nous réagissions. Lorsque nous sommes offensés, tout le monde attend la riposte. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne réagissons tout simplement pas? Le jeu change. L'autre perd son pouvoir sur nous et nous gagnons une clarté que seul le silence peut apporter. Ce silence stratégique n'est pas vide, il est plein de sens, car en lui nous gardons notre énergie, notre dignité et notre paix. Les stoïciens y voyaient une forme de grandeur. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous ne devons pas nous laisser entraîner par les passions des autres. Jung, dans un autre langage, dirait qu'en ne réagissant pas, nous empêchons l'ombre inconsciente de diriger nos actes. L'union de ces deux visions montre que la non-réaction n'est pas de la passivité, mais de l'automaîtrise. C'est choisir de ne pas être baladé de part et d'autre par les émotions. En pratique, la non-réaction stratégique devient une arme silencieuse. Dans une discussion, le silence peut désamorcer le conflit plus que 1000 mots. Dans un environnement hostile, le calme peut dérouter ceux qui attendent la fureur. Dans la vie de tous les jours, le simple geste de respirer profondément avant de répondre peut transformer une guerre en dialogue. L'absence de réaction n'est pas une absence de pouvoir, c'est sa forme la plus raffinée. Cette attitude protège également notre énergie. Combien de fois avons-nous gaspillé des heures ou des jours à ressasser une offense qui aurait pu être oubliée en quelques minutes? Chaque réaction impulsive nous draine, nous affaiblit, nous enferme dans le passé. La non-réaction, au contraire, préserve notre temps et notre vitalité.
Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de participer à toutes les batailles auxquelles on nous invite. Parfois, la victoire est simplement de ne pas entrer sur le champ de guerre. Cependant, ne pas réagir ne signifie pas s'annuler. Au contraire, cela signifie agir avec précision. Lorsque nous cessons de répondre à l'impulsion, nous gagnons de l'espace pour choisir des réponses plus sages, plus créatives, plus alignées avec nos valeurs. C'est à ce moment-là que la non-réaction se transforme en action consciente. Il ne s'agit pas de rester immobile, mais de se déplacer à partir d'un lieu plus profond, où l'ombre ne commande plus. Il est évident que ce chemin demande de l'entraînement. Au début, le silence peut sembler impossible. L'envie de réagir est presque irrésistible. Mais chaque fois que nous parvenons à nous contenir, nous renforçons ce muscle intérieur. La non-réaction, comme toute vertu, se cultive. Et plus nous la cultivons, plus nous découvrons que nous n'avons pas besoin de contrôler le monde pour être libres. Nous avons seulement besoin d'apprendre à nous contrôler nous-mêmes. Cette pratique apporte également un respect particulier. Celui qui se maîtrise n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Son calme parle plus fort que sa voix. Sa sérénité devient une présence. C'est un pouvoir silencieux, presque invisible, mais qui transforme des environnements entiers. La non-réaction stratégique est en ce sens la forme de leadership la plus subtile. Elle inspire car elle montre qu'il est possible de vivre au-dessus des marées émotionnelles. En unissant Jung et le stoïcisme, nous réalisons que la non-réaction est plus que de la discipline. C'est de la conscience. Nous ne réagissons pas parce que nous reconnaissons la projection, parce que nous voyons l'ombre, parce que nous savons que l'autre ne fait souvent que refléter quelque chose qui nous appartient. Cette lucidité nous permet de sortir du cycle interminable des blâmes et des attaques. Il ne s'agit plus de gagner des discussions, mais de nous vaincre nous-mêmes. Et alors, la vie commence à changer de ton. Ce qui semblait être une lutte constante devient un apprentissage silencieux. Chaque provocation devient un entraînement. Chaque conflit se transforme en miroir. Chaque rencontre se convertit en une opportunité de croissance. Le silence cesse d'être une absence et devient une présence pleine. La non-réaction stratégique est, au final, l'arme secrète qui nous donne une liberté que personne ne peut nous enlever. Parce que dans le monde extérieur, il y aura toujours du chaos, de l'injustice, des mots durs, des gens difficiles. Mais en nous, il peut exister un espace inviolable, intact, où l'ombre et la lumière se rencontrent sans guerre. C'est dans cet espace que naît la vraie paix. Et c'est là que nous découvrons que la liberté n'est pas de faire tout ce que nous voulons, mais de n'être l'esclave de rien, pas même de nos propres réactions. Tout au long de cette vidéo, vous avez vu que ce qui nous dérange le plus chez les autres est, presque toujours, un reflet de ce que nous portons en nous. Jung a appelé cela la projection. Les stoïciens ont appelé cela le destin humain. Mais la vérité est simple. Personne n'échappe au miroir de la vie. Le monde extérieur n'est qu'une scène où notre ombre insiste pour se révéler. Mais si cela semblait autrefois une condamnation, vous savez maintenant que cela peut être une libération. Chaque critique, chaque colère, chaque envie est une opportunité de connaissance de soi. Le secret est de ne pas réagir de manière impulsive, mais de transformer la réaction en conscience. La non-réaction stratégique n'est pas une fuite, c'est un pouvoir. C'est le choix de ne pas donner à l'autre la clé de votre paix. Et je veux vous laisser avec une question. Combien de batailles dans votre vie auraient pu être évitées si vous aviez simplement choisi de ne pas réagir? Combien de conflits n'étaient que des reflets intérieurs que vous ne vouliez pas voir? La réflexion est dure mais nécessaire. C'est à ce point que commence la vraie liberté. Écrivez ici dans les commentaires la phrase « Je choisis la non-réaction ». Ce sera un engagement silencieux envers vous-même et en même temps une façon de renforcer notre communauté. Chaque mot écrit ici résonne comme un rappel que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Si cette vidéo vous a interpellé, si elle a apporté de la clarté ou a provoqué une nouvelle façon de vous regarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela nous aide à continuer à produire du contenu de valeur et à diffuser ce message à plus de gens qui en ont besoin.
Et n'oubliez pas, dans le premier commentaire épinglé, il y a un lien vers un e-book gratuit qui peut vous aider à approfondir ce processus de connaissance de soi au quotidien. Téléchargez le matériel et poussez cette réflexion encore plus loin. Si vous souhaitez aller plus loin et soutenir directement ce travail, envisagez de devenir membre de la chaîne. Cela nous aide non seulement à continuer, mais vous connecte aussi de manière plus proche à des contenus exclusifs, créés pour ceux qui prennent au sérieux ce chemin de croissance intérieure. Au final, la vie nous mettra toujours devant des miroirs, mais le choix de la façon dont nous les regardons n'appartient qu'à nous. Et lorsque nous découvrons que la non-réaction est une arme secrète, nous comprenons que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même.